Bonsoir chers amis et bienvenue sur Afrocentric Live, votre chaîne panafricaine. Je suis le chevalier panafricain. Je vous retrouve donc pour la 4e fois. Je vous souhaite la bienvenue en ma compagnie. Alors, les recommandations d'usage. Abonnez-vous massivement sur cette nouvelle chaîne panafricaine donc en activant le bouton rouge juste en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour être souvent prévenu chaque fois que nous publions. Et puis, à la fin de ce programme, vous pourrez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, vous pouvez déjà le faire dès à présent, n'oubliez pas de partager massivement. Notre message doit parvenir à tous les frères panafricains que je salue partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, aux Amériques, aux Antilles, à Haïti. Bonsoir et bienvenue sur Afrocentric Live. Donc nous parlons ce soir de cette réunion de l'OMS, cette réunion qui s'est tenue cet après-midi, 1er mai. C'est en raison du contexte, le contexte Covid-19, c'est sur la base du règlement sanitaire international. Alors, le comité d'urgence, s'est tenu cet après-midi, je l'ai appris en allant voir sur le site de l'OMS. Et si je décide de vous en parler ce soir, c'est pour la simple et bonne raison que l'OMS est en train de préparer des vaccins contre le paludisme en plein Covid-19. L'OMS, ce 1er mai 2020, prépare des vaccins contre le paludisme. Des vaccins, vous imaginez bien, qui seront utilisés en Afrique. Oui, en Afrique. Vous avez bien compris, à l'heure où nous parlons du Covid-19 et même des solutions africaines, l'OMS est en train de s'occuper des Africains malades de paludisme. L'OMS prépare tout bonnement un vaccin contre le paludisme. Cela s'est dit cet après-midi. Vous pouvez aller sur le site de l'OMS et vous allez le vérifier par vous-même. Donc, Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'est le nom du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un Éthiopien. L'OMS annonce sur son site cet après-midi la signature d'un nouveau mémorandum d'accord avec la BEI, la Banque européenne d'investissement. L'accord porte donc sur 5 axes de travail. Alors, il y a tout juste un axe qui a retenu mon attention. Alors, l'OMS et la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, collaborent avec un nouveau fonds de l'Union européenne de lutte contre le paludisme. Donc, ce nouveau fonds européen de lutte contre le paludisme, en joint venture avec l'OMS et la BEI, la Banque européenne d'investissement, ont décidé comme ça de corriger les déficiences, c'est ce qui est marqué, les déficiences du marché dans le cadre de la conception des vaccins et des médicaments et des produits diagnostiques contre le paludisme. Mesdames et messieurs, c'est donc le fil conducteur du rendez-vous de ce soir. Nous allons beaucoup parler de cette OMS qui, lors de son point de presse cet après-midi, comme elle le fait déjà périodiquement, depuis le déclenchement il y a 3 mois de cette grande pandémie mondiale qu'est le Covid-19, l'OMS, réunie cet après-midi, n'a pas évoqué, réunie avec ses experts et un certain nombre de partenaires économiques, la Banque
européenne d'investissement, qui était donc représentée par son responsable. Et puis, vous avez entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, un nouveau fonds européen de lutte contre le paludisme. Il n'y a pas de paludisme en Europe, vous imaginez bien qu'on s'adresse là aux Africains contre tout, envers tout et malgré tout. Alors, il n'a pas été évoqué le Covid-19, cette solution africaine dont on a entendu parler cette semaine et qui est en train de gagner quasiment toute l'Afrique. On a ces images encore qui passent en boucle sur certaines chaînes de télévision panafricaines, certaines chaînes de télévision nationales africaines. On a ces images donc du président malgache André Rajoelina en visioconférence avec ses homologues africains, avec quelques-uns. Ça commence à faire quand même un bon nombre. On a vu comme cela des responsables de Guinée-Conakry, des responsables du Tchad et de pas mal de pays d'Afrique. Et d'ailleurs, il y a un avion qui est parti ce 1er mai, qui est parti de Tananarive pour la Guinée-Bissau. Cet avion était chargé de Covid Organics, des médicaments donc qui seront affectés à lutter, à combattre contre le Covid-19, des médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il y a quelques jours, le bilan n'a pas changé du côté de Madagascar. Aucun mort des suites de Covid-19 à Madagascar. Et pour ce qui concerne tout le continent africain, vous vous souvenez des prévisions de cette même OMS en début d'épidémie, pendant que l'Europe essuyait des bilans quasiment jamais vus ces 30 dernières années. Eh bien, toutes les prévisions, tous les experts européens, toujours les mêmes, toute la presse internationale européenne et même ces médias dans lesquels il y a quelques journalistes africains et quelques experts africains, moi je les appellerais plutôt des africanistes, certains sont africains et d'autres sont européens, c'est des gens qui parlent souvent de l'Afrique en la dénigrant et jamais en mettant en avant ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de meilleur et ce qu'elle a de fort. Donc toutes ces personnes, toutes ces entités, tous ces bien-pensants avaient parié sur une Afrique catastrophée, sur une Afrique endeuillée fortement, une Afrique qui connaîtrait une hécatombe concernant le Covid-19. Eh bien non, les chiffres sont, ils parlent d'eux-mêmes, les chiffres sont hautement contradictoires, les chiffres font mentir tous ces bien-pensants européocentristes et tous ces africanistes et tous ces ennemis de l'Afrique qui avaient prédit donc l'hécatombe. 1500 morts seulement sur le continent africain ce 1er mai 2020. Juste un peu plus de 1500 morts. Et l'essentiel d'ailleurs de ces morts, on les compte dans ce qu'on appelle l'Afrique blanche, donc le Maghreb, l'Afrique du Nord. Et alors, sans prétention aucune, on peut expliquer pourquoi l'Afrique blanche est touchée, pourquoi l'Afrique blanche, finalement, peut avoir un bilan aussi relativement aisé au regard
élevé, pardon, aussi relativement élevé au regard donc des chiffres, euh, au regard des chiffres, si on devait les appliquer à l'échelle de tout le continent africain. L'Afrique blanche, comme son nom l'indique, son nom le dit bien, c'est l'Afrique blanche, donc l'Afrique géographiquement très limitrophe de l'Europe, et c'est une Afrique finalement, c'est une partie de l'Afrique où les populations sont fortement occidentalisées et fortement influencées par la culture méditerranéenne d'Europe, la culture méditerranéenne, la culture occidentale. Donc, ce bilan donc, de 1500 morts, c'est finalement pas grand-chose, c'est finalement rien du tout à côté des plus de 100 000 morts qu'on arrive à compter aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde. Et le bilan est en train de continuer à s'alourdir. Le bilan ne cesse de s'alourdir de jour en jour. C'est vrai que l'épidémie a passé son pic, mais des morts continuent à être comptés donc un petit peu partout dans le monde. L'Afrique est donc relativement épargnée. Alors, ce soir, nous allons essayer de comprendre cette attitude de l'OMS qui paraît comme cela autiste. L'OMS se réunit le 1er mai 2020 et axe finalement sa séance de travail périodique sur le paludisme, sur des plans pour venir à bout du paludisme en Afrique via les vaccins. Encore cette histoire de vaccins qui revient sans cesse, ces vaccins qui sont redondants. L'OMS ne veut rien savoir, ne veut rien comprendre de ce qui se passe dans la conscience africaine. L'OMS est complètement obnubilée par son envie de faire vacciner finalement les Africains. Nous verrons ensuite si l'Afrique doit continuer à collaborer avec ces institutions onusiennes. L'OMS est une organisation au même titre que le FMI, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, le Fonds mondial pour l'agriculture qui a remplacé les habitudes alimentaires africaines par du riz et des céréales. Et ça, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi. Et enfin, on verra si le moment est venu pour la pharmacopée africaine, si le moment est venu pour la médecine traditionnelle africaine, donc la médecine ancestrale, eh ben, de prendre son envol. On verra si ce moment est arrivé et puis est-ce qu'on pourrait compter sur la collaboration de nos élites, de la communauté scientifique africaine, indépendante, responsable, cette communauté qui penche du côté des populations et non pas du côté de l'Europe qui, on le sait, est très, 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 très prégnante dans les instances de décision africaines et mondiales de manière générale. Voilà, vous êtes donc les bienvenus sur Afrocentrique Live. Je suis donc le chevalier du panafricanisme. Je vous demande de vous abonner sur votre chaîne, votre nouvelle chaîne. Nous en sommes à la 4e parution. C'est le petit bouton rouge juste en dessous. Activez la cloche de notification pour être prévenu chaque fois que nous postons des vidéos. Et puis, partagez massivement. Bienvenue une nouvelle fois à mes frères et sœurs d'Afrique. Donc, comment comprendre cette attitude de l'OMS qui s'est donc réunie, je vous le disais cet après-midi,
pour évoquer en principe le Covid-19, la situation, faire un petit peu le point sur l'évolution de la maladie, sur le plan planétaire. Comment comprendre que l'OMS, finalement, n'ait pas évoqué les solutions africaines qui pourtant font un petit peu le tour des médias. Il est bien vrai, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle quasiment pas sur les médias européens. Alors, cette attitude de l'OMS, c'est donc une attitude, en mon sens, de mépris. C'est une attitude au minimum de mépris, voire d'indifférence vis-à-vis de gens que l'on n'a jamais considérés. Si vous allez sur le site, vous verrez que cet après-midi, eh ben, le comité d'urgence, ce qu'ils appellent le comité d'urgence, mis en place au regard donc du règlement sanitaire international. Donc, ce comité d'urgence réuni cet après-midi en principe pour parler de Covid-19, eh ben, a discuté, entre autres sujets, du paludisme et de l'éventualité, c'est même pas une éventualité, c'est quelque chose qui a été décidé et des fonds sont en train d'être collectés pour financer finalement la mise en place, la conception de vaccins contre le paludisme. Oui, le fonds de l'Union européenne pour la lutte contre le paludisme a pour mission donc d'organiser avec la Banque européenne d'investissement et bien sûr l'OMS les marchés pour mettre en route très rapidement, selon l'OMS, les vaccins pour aller vacciner les Africains pendant que l'Europe meurt, pendant que les Européens meurent de Covid-19. Alors, cette attitude de l'OMS nous interroge sur ce qu'est en réalité cette OMS. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est censée donc regrouper l'ensemble des membres, l'ensemble des experts planétaires, ne serait-ce que dans ces instances de direction, cette OMS se comporte un petit peu comme si elle était une OMS téléguidée finalement par l'Europe, téléguidée par les financiers européens, téléguidée par les États européens. L'Afrique, une fois de plus, n'est pas conviée. Pourtant, on parle du Covid Organics, le Covid Organics qui est en train d'être promu, brillamment promu par le président Andry Rajoelina, qui a enregistré donc de nombreuses commandes sur le territoire, sur le sol africain, mais également, il l'avait dit lors de son discours de présentation du Covid Organics, il avait dit qu'il avait été contacté par Donald Trump, par le président américain et par le Canada pour ce produit, pour ce médicament finalement. Alors, du côté de l'OMS, cet après-midi, c'était le blackout total, c'était circuler, il n'y a rien à voir. On devrait donc s'interroger sur ce qu'est vraiment l'OMS. Lorsqu'on fait quelques pas en arrière, quand on fait un petit recul en arrière, quand on va interroger un petit peu l'histoire, on a la réponse à nos interrogations concernant
l'OMS. Cette OMS qui s'est montrée au mieux muette sur un certain nombre de questions et qui s'est montrée au pire maladroite, voire même complice de plusieurs meurtres, plusieurs assassinats de masse en Afrique. Je vais vous expliquer. La fameuse lutte contre le paludisme, la lutte initiée contre le paludisme par l'OMS, et bien cette lutte en est à sa plus de trentaine d'années. C'est-à-dire cette lutte se fait depuis plus de 30 ans déjà. Et on n'a toujours pas éradiqué le paludisme, la malaria. L'OMS s'est engagée à conduire les États et les populations africaines à une santé pour tous à l'an 2000. Nous sommes en 2020. La malaria n'a toujours pas été éradiquée, elle n'a toujours pas été vaincue. Il n'y a d'ailleurs aucune maladie qui aurait été vaincue sous l'égide de l'OMS. Alors, j'ai fait quelques lectures et plusieurs personnes, plusieurs experts, plusieurs journalistes sérieux se sont interrogés sur la pertinence de distribuer des moustiquaires, par exemple en Afrique, distribuer des moustiquaires, demander aux Africains de se coucher dans la moustiquaire. Alors, c'est une des solutions proposées par l'OMS. Il y a eu à côté de ça, évidemment, tout ce que l'on sait déjà, les médicaments qui sont toujours avérés soit toxiques, soit ayant des effets secondaires, soit carrément inefficaces. Et bien, la dernière trouvaille de l'OMS a été de proposer la moustiquaire. Alors, c'est à se poser la question de savoir, mais la moustiquaire, d'accord, on l'utilise la nuit pour se protéger, soi-disant, contre les moustiques. Et bien, qu'est-ce qu'on fait en journée? On ne peut pas se balader, on ne peut pas trimballer une moustiquaire pour se protéger contre les moustiques. Donc, cela interroge sur la réelle volonté de l'OMS de venir à bout contre ce paludisme, contre la malaria. Donc, il aurait suffi, par exemple, de combattre les moustiques, de les éradiquer. L'OMS et ses amis du Fonds onusien pour l'alimentation et pour la santé animale, quelque chose comme ça, auraient pu voir avec leurs amis de Monsanto lorsqu'ils décident de modifier les gènes des animaux, lorsqu'ils décident de modifier les gènes de certains organismes végétaux, ah ben, ils auraient pu simplement aussi travailler sur les moustiques, par exemple, et les dépourvoir, par exemple, de plasmodium. Ça, c'est une solution qui a été évoquée par un certain nombre d'experts, en tout cas que j'ai découverte dans mes lectures, mais jamais l'OMS n'a travaillé dans ce sens-là. Ça me paraît pertinent comme piste, travailler sur comment modifier les gènes, finalement, de l'anophèle femelle, afin qu'elle ne transmette plus le paludisme, qu'elle ne transmette plus le germe du paludisme. C'est une piste sérieuse, mais jamais l'OMS n'a travaillé dans ce sens. Comment comprendre ça?
Cette même OMS qui refuse de considérer le Covid organique, qui pourtant est en train de prouver son efficacité et est en train de montrer qu'on peut lui faire confiance. Le bilan sur le continent africain parle de lui-même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit très bien que sur le continent, les Africains sont relativement épargnés. Pourtant, c'est pourtant le continent où les mesures de recommandation de l'OMS, notamment la distanciation, le port du masque, le confinement, ainsi de suite, le lavage des mains au gel hydroalcoolique, et j'en passe, eh bien, ces mesures, de l'aveu même des experts de ces mêmes pays européens, ces mêmes pays qui sont les pays donateurs ou les pays qui contrôlent ces instances internationales, qui contrôlent ces institutions internationales, eh bien, les experts de ces pays-là, y compris leurs journalistes, tous les soirs sur les plateaux de télévision, quasiment, avaient prédit et affirment que l'Afrique n'a pas de structure sanitaire, que l'Afrique est pauvre en système de santé, en système, et que l'Afrique, finalement, ne peut pas se prendre en charge, ne peut pas se gérer elle-même. Alors, moi, ça me pose un problème, je suppose que vous aussi. L'Afrique, dépourvue donc de toutes ces unités, de toutes ces infrastructures, de tous ces plateaux techniques, ça, on est bien d'accord, c'est un problème. Mais on ne prend pas suffisamment en compte le fait que l'Afrique, elle a ses spécificités. Au moment où l'OMS décide, pour parler des mesures, par exemple, de confinement, au moment où l'OMS décide de confiner les gens, est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir, est-ce qu'elle a consulté les Africains, les experts africains, est-ce qu'elle a consulté les sociologues, les anthropologues africains pour savoir si cette mesure était applicable finalement auprès des populations africaines? La réponse, c'est non. Si l'OMS avait consulté les anthropologues et les sociologues africains, il y a une chose qui est évidente, c'est que jamais ils n'auraient pris l'initiative de confiner les gens en Afrique. C'est contre-productif, c'est complètement aller à l'envers c'est aller vraiment à repousse-poil et c'est contre-productif. Et c'est même aller exposer les populations. Je m'explique. L'Afrique est communautaire. L'Afrique, à la base, est communautaire. Les Africains vivent en communauté. Il n'est pas rare de trouver dans des maisons, même petites, il n'est pas rare de trouver qu'à la maison, il y a toute la famille. Pas la famille au sens de nos amis d'Europe. Il s'agit d'une famille, souvent, qui n'a pas de limite. Il y a papa, il y a maman, les enfants, la belle-sœur, le beau-frère, la tante, la grand-mère qui est dans la maison. Lorsque vous décidez de confiner des gens dans le contexte africain, eh bien, vous envoyez tout simplement des gens au suicide collectif. Vous envoyez des gens au suicide collectif dès lors que vous décidez de confiner des gens en Afrique. L'Afrique, elle est communautaire, elle vit en communauté. Les gens vivent en famille dans leur maison. Il n'est pas rare de trouver dans des maisons
5, 8, 10 individus. Comment vous pouvez demander, comment cette OMS peut imposer comme cela de manière unilatérale, sans consulter personne, surtout pas les Africains, parce qu'ils ne comptent pas, comment l'OMS peut décider de confiner des gens en Afrique? Ce n'est tout simplement pas possible au regard des modèles sociaux, des modèles anthropologiques africains. L'Afrique, elle est communautaire, elle est solidaire. En Afrique, on vit, il n'y a pas de distanciation sociale. Alors, le port du masque, ça, c'est incontestable. Il faut l'appliquer partout, partout. Ça ne pose aucune gêne. Mais confiner des gens en Afrique, c'est les envoyer au suicide. En Europe, c'est j'allais dire, évident de confiner les gens. On peut les confiner sans que ça ne pose aucun problème. Enfin, a priori, l'Europe est individualiste, l'Européen est solitaire et les gens vivent au sein d'une cellule familiale plutôt extrêmement réduite, extrêmement restreinte. Des gens même en période normale, les Européens vivent quasiment chacun dans sa petite bulle, chacun dans son petit appartement. Donc, c'est quelque chose qui est qui leur est un petit peu habituel. Donc, ils peuvent, sans aucune gêne, se confiner, ils peuvent accepter de retourner chez eux et y vivre. L'Africain vit à l'extérieur, l'Africain, le village, c'est quelque chose d'ouvert. Il n'y a pas d'espèce de camp comme on voit dans des résidences ici en Europe, où on voit des gens cloîtrés, enfermés, qui vivent. Vous avez 200, 300 personnes qui vivent dans une sorte de village, donc ce qu'on appelle ici des résidences, avec une clôture. Ça arrivera peut-être en Afrique, parce que l'Afrique, souvent, essaye maladroitement de copier ce qui se fait ailleurs, mais sociologiquement, anthropologiquement, l'Afrique ne fonctionne pas de cette façon. Donc cette OMS qui envers et contre tout, et surtout sans consulter les Africains, sans prendre en compte la contribution ou les contributions africaines aux solutions, aux problèmes africains, cette OMS, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. Donc, je demande au peuple africain de tirer les leçons de tout ceci. Nous savons qu'il y a le Covid organique sur le continent, nous savons qu'il y a des plantes. Vous avez vu ces derniers jours, quasiment tous les jours, sur les plateaux de télévision et sur les chaînes de radio, depuis en tout cas l'annonce par le président malgache de ce Covid organique, vous voyez de plus en plus de médecins traditionnels, de naturopathes, de praticiens exposer, en tout cas évoquer la question et proposer des solutions, des formules. L'Afrique dispose de près de 40 000 formules, 40 000 recettes de plantes médicinales.
40 000 recettes. L'Afrique dispose de près de 40 000 recettes à base de plantes, recettes médicinales, formules à base de plantes médicinales. 40 000, contrairement, par exemple, ce qui est en deuxième position sur cette liste, c'est la Chine, seulement 2000 recettes. 2000 recettes à base de plantes. 2000 recettes sur le plan de la médecine naturelle. 2000 recettes pour la Chine. L'Afrique, elle, dispose de près de 40 000, entre 38 000 et 40 000 formules à base de plantes médicinales. Et d'ailleurs, Madagascar est le 3e exportateur mondial d'huile, exportateur mondial des huiles essentielles, les huiles à base donc de plantes. Voilà quelques statistiques quand même qui devraient rassurer les Africains, qui devraient faire parler l'Afrique, qui devraient amener l'Organisation mondiale de la santé à considérer finalement l'Afrique, à considérer sa médecine, sa contribution. La réunion de cet après-midi n'a absolument pas évoqué les solutions africaines, le Covid Organics. Bien au contraire, on a essayé de parler de business, on a parlé de trouver des fonds pour fabriquer des vaccins afin d'aller vacciner les Africains contre le paludisme. Donc, il y a eu 5 points et ce point a retenu mon attention. Et d'ailleurs, au cours de cette réunion du comité d'urgence de l'OMS cet après-midi, ils ont évoqué également leur intention de construire, ou si vous préférez, de mettre en place dans 10 pays d'Afrique, 10 pays, des dispositifs, des systèmes pour vacciner dans 10 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est ce qui est prévu par l'OMS et qui a été évoqué. D'ailleurs, une réunion de donateurs est prévue le 4 mai, lundi prochain. Le 4 mai prochain, une réunion de donateurs européens, une fois de plus, c'est précisé, les donateurs internationaux, européens et américains. Cette réunion doit donc se tenir le 4 mai prochain pour décider du sort de la planète. Évidemment, pour décider du sort des Africains. Donc, à nous de voir ce que nous devons faire dans cette histoire. Devons-nous continuer à prendre au sérieux cette OMS et ces autres institutions onusiennes? C'est très bien, je ne vais pas vous rappeler toutes ces trahisons dont s'est rendu coupable l'OMS et son système. J'ai évoqué dans des précédentes publications le virus Ebola qui a fait des ravages et qui continue de faire des ravages en Afrique. Ce virus qui a été fabriqué et l'OMS était parfaitement au courant. Ce virus a été fabriqué sous la bienveillance donc, de cette OMS-là, cette OMS qui est le bras séculier, qui est un des bras séculiers des puissances européennes, ces puissances qui nous ont fabriqué finalement ce Covid-19. Et
ce Covid-19 n'est que un des moyens bactériologiques qu'utilisent ces gens pour essayer d'ébranler l'humanité. Ce Covid-19 n'est qu'un des moyens. J'ai appris dans une de mes lectures que des moustiques dont on a modifié manifestement les gènes, des moustiques ont été déversés au Burkina Faso. C'est une information sérieuse qu'il faudrait aller chercher. Je vais approfondir d'ailleurs. Des moustiques, donc, qui auraient pour mission de rendre malades des Africains, qui auraient pour mission de développer une sorte de malaria encore plus grave que celle qui sévit déjà sur le continent. Donc une malaria dont ne peuvent venir à bout les médicaments disponibles. Donc, les Africains devraient faire extrêmement attention, cette société occidentale, il faudrait s'en méfier. Les Africains sont passés par plusieurs tentatives d'être exterminés, soit volontairement, soit par la force des choses, parce que finalement, on peine à admettre qu'on a inventé le virus du sida, mais tout le monde le sait, il y a eu des témoignages allant dans ce sens. On sait que l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, a inoculé volontairement les Noirs d'Afrique du Sud, et cela était parfaitement connu par les puissances occidentales qui ont participé d'ailleurs à ces programmes qui ont aidé l'Afrique du Sud à développer ces substances mortelles, ces substances qu'ils ont donc inoculées à des Africains sur le sol africain. Il y a j'ai une vidéo d'ailleurs que je vais vous faire voir, que je vais vous montrer. On devrait se méfier finalement aussi des aliments que nous ingérons, que nous consommons. Ces aliments peuvent être empoisonnés. Je suis tombé sur une vidéo que je vais vous permettre de voir. Donnez-moi un instant que je puisse préparer tout ça. Voilà. Alors, donnez-moi un instant, ça va pouvoir se faire. Bien. Donc là, on voit la chikwang. Il n'y a rien de spécial à l'extérieur. Je vous explique après. Là, dans ce congé, c'est congelé. Voilà. Et puis moi, je l'avais laissé hier dans mon frigo pour que ça décongèle. Et puis aujourd'hui, j'ai pris les 2 chicons pour les bouillir. J'ai enlevé juste le papier. On va bouillir le papier, tu vois. Je fais cuire ça sans le papier. Et puis voilà, le résultat. On sait que quand la chikwang cuit, regarde, quand la chikwang cuit dans la feuille, l'eau est noire parce que l'eau, c'est l'eau des feuilles colorées. Tu vois, quand je regarde le fond du liquide, le fond est rouge. On peut le mettre là. Tu vois, là. C'est rouge. Regardez. Deuxième chikwang que j'ai pas ouvert, mais là, je vais vous mettre un papier pour juste. Quand j'ai vu que c'était rouge, j'ai senti mes mains, tu vois, c'est trop rouge pour être les résidus de la feuille. C'est noir normalement la feuille. J'ai senti avec mes mains comme ça sent du sang.
le son humain, on a une odeur métallique. Parce qu'il y a du fer dans le son, en fait. Moi, je suis infirmière, donc je sais très bien la différence entre le sang et une couleur de feuille, hein, l'eau rouge des feuilles. Donc là, on voit la feuille qui est rouge. Et regardez la couleur dans la casserole, le fond de l'eau qui a fait bouillir la chikwang. L'eau, elle est toute rouge. On peut ouvrir là, on va voir si c'est la même chose. Parce que j'avais ouvert une chikwang, ça m'a étonné que ça soit comme ça. Voilà, donc on va voir qui sort de là. C'est-à-dire que si j'avais juste chauffé dans le micro-ondes, peut-être que j'aurais pas eu d'écoulement. Voilà. Mais donc, là, j'ai chauffé dans l'eau. Voilà. Et puis, du coup, les deux, ils ont chauffé dans la même eau. Regardez-moi ça. On découvre ensemble, là, regardez. C'est rempli de sang. C'est pas normal, c'est ça. C'est pas normal, cette trace de sang-là. Et puis, on voit bien, c'est comme une incrustation. Je sais pas, quelqu'un a dû ajouter du sang dedans. Ou bien, je sais pas comment le sang a pu passer, là. Ça sort de la chikwang, ou bien, moi, je comprends rien du tout. D'où vient ce son? Non, c'est de l'extérieur, là, je crois. Du sachet. La chikwang est imbibée de sang. Pire qu'on bout, ça noircit l'eau. Ça n'a pas de sens que ça soit du rouge comme ça qui sorte. Et puis c'est pas de l'extérieur de la feuille qui était rouge, tu vois. Là, c'est pas du ouvert. On voit que le rouge, c'était dans la chikwang. Et du moins, j'écoute la chikwang. Voilà, du moins, j'écoute, c'est la chikwang des patoiries. Il ne faut pas non plus cacher les informations. Ouais. On connaît les gens qui achètent chez Patoirie, regardez la marque, elle est là. Et moi, je vois pas comment le son, il n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Donc, achetez pas ça déjà. Comment se fait-il que lui, là, il vend des chicwangs? Si vous avez acheté, du son de l'intérieur, jetez-la. C'est du son, ça sent le métal, ça sent le son. Moi, je montre parce que c'est pas normal. On sait déjà qu'il y a des gens, les méchants, des gens qui ont le sida, qui mettent leur sang là partout dans les aliments quand ils ont des Voilà, chers amis, vous avez suivi comme moi ce qu'était en train de dire cette dame. Les images, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont effroyables. Vous voyez un petit peu ce qui attend les Africains, vous voyez un petit peu ce qui nous attend si nous ne sommes pas vigilants. Alors, ce que cette femme ne dit pas, c'est que ce chikwang, donc cette pâte de manioc, qu'on appelle aussi le bobolo, ce chikwang a très certainement été volontairement contaminé. Et il est vendu sur nos marchés, dans les magasins qui vendent, dans ces magasins, ces petites épiceries qui vendent des produits africains partout en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est donc l'occasion de demander aux frères et sœurs de faire très attention au moment de choisir ce que vous allez consommer. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il faudrait consommer chez nos frères et sœurs de la communauté pour plus de sécurité. Alors, j'en profite pour lancer un message justement à ces frères et sœurs en leur demandant d'être vigilants sur la traçabilité des aliments qu'ils vendent à la communauté. Oui, chers amis, partagez massivement cette vidéo pour préserver la communauté. Vous devez la partager, surtout aux frères et sœurs qui ont des magasins. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a un danger qui court à l'horizon, qu'il y a un danger, une espèce de complot. C'est pas exagéré de le dire. Les images, on vient de les voir. Il y a une sorte de complot qui est déjà en route, qui est en route d'ailleurs depuis très longtemps, mais on pourrait passer, c'est peut-être une nouvelle phase, on passe par les aliments consommés par l'Afrique, par l'Africain.
Et on se souvient que le Covid est parti de Chine et que ces mêmes Chinois sont ceux-là qu'on retrouve dans les épiceries dédiées aux produits africains partout en Europe et même aux États-Unis. Donc c'est l'occasion vraiment de faire extrêmement attention. La communauté, allez consommer chez les vôtres. Allons consommer chez des Africains. Il est mieux de consommer chez des Africains. C'est mieux de consommer chez les Africains, c'est plus sûr. Et aux frères commerçants, à tous ceux qui tiennent des épiceries, c'est à vous, à présent, qu'il revient de contrôler la traçabilité de ce que vous donnez à vos frères, de ce que vos frères vont consommer. C'est à vous de savoir, finalement, si ce sont des aliments sûrs. Et pour cela, on veut vous faire confiance. Donc, chers peuples, chers frères et sœurs d'Afrique, faisons attention, faisons extrêmement attention. Nous avons le virus Ebola qui continue de sévir. Les médicaments, les comprimés, ça je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, sont abondamment distribués, vendus en Afrique et même dans des pharmacies officielles. Des médicaments qui sont mauvais, des médicaments qui sont mortifères, des médicaments qui sont programmés parfois pour rendre infertiles nos sœurs, pour rendre infertiles nos mamans au sein de la population africaine. C'est à nous de faire très attention. Responsabilité individuelle, c'est la responsabilité individuelle qui fera la responsabilité collective. Donc, il faut se protéger déjà soi-même. Il faut se protéger soi-même avant d'espérer compter sur les autorités, sur les élites. Je vous ai parlé de ces élites qui ne nous représentent pas toujours. Donc, il faut compter sur soi-même, il faut être vigilant soi-même. Alors, chers amis, nous allons voir si finalement, on a partiellement répondu même à cette question, est-ce que finalement, il faudrait continuer de collaborer avec ces institutions? Alors, c'est donc la responsabilité des dirigeants de nos pays, des décideurs, des élites. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Ces élites, ce sont elles qui sont aux avant-postes et souvent, la plupart de ces élites ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour leurs propres intérêts et ces élites, très peu d'entre elles, très peu donc d'entre ces élites-là, très peu de ces élites peuvent donc travailler de manière indépendante et se soucier des populations. Mais c'est la minorité. À nous, une fois de plus, de veiller, à nous de finalement faire attention à nous-mêmes. Alors, les élites, les autorités devraient pouvoir simplement s'inquiéter de tout ceci. Il y a le président de Madagascar qui vient de donner l'exemple et qui s'est comporté en éclaireur. Est-ce que les autres, ceux-là qui ont peur, parfois, et c'est même d'ailleurs le cas de le dire, beaucoup de ces dirigeants, de nos dirigeants sur le continent, sont liés par les accords, liés à ces instances, liés aux puissances colonisatrices, aux anciens colons. Il devient donc difficile pour eux de rompre, de couper, d'opérer la rupture donc avec
ces puissances-là. Donc, il y a une vraie responsabilité. En revanche, une catégorie d'élite, les médecins, les naturopathes et plusieurs entités qui font partie de la société civile doivent s'organiser. Les panafricains, on doit s'organiser. Vous devez vous organiser pour sauver les populations. Une pyramide, nous sommes bien contents de parler et d'évoquer les pyramides construites par nos ancêtres en Égypte. Eh bien, les pyramides, elles se construisent par la base. Donc, la base, c'est la population. La base, c'est la société civile. La base, c'est les anonymes, c'est les plus faibles. Et c'est la base, finalement, qui peut influencer les sommets, qui peuvent influencer, c'est la base qui peut influencer, qui peut amener à faire plier donc le dirigeant, l'élite. Donc, une fois de plus, la responsabilité incombe à la base, à la société civile, aux médecins, aux scientifiques, aux tradithérapeutes, aux naturopathes indépendants et panafricains. Voilà, mesdames, messieurs, comment nous pouvons proposer une alternative donc à nos populations, une alternative à l'OMS, au système OMS. Nous en avons les capacités, nous avons une médecine, une véritable médecine ancestrale qui a été utilisée par nos ancêtres, qui a été utilisée par les anciens Africains, les anciens êtres, pendant des millénaires. Cette médecine ancestrale, cette médecine à base de plantes est parfaitement adaptée à nos besoins non africains, nous qui sommes les maîtres de la nature, qui sommes partie intégrante de la nature et qui la connaissons. Voilà, les plantes, c'est l'avenir de l'Afrique. Chers frères et sœurs, rapprochez-vous, rapprochons-nous de la médecine traditionnelle. Rapprochons-nous de la médecine traditionnelle. C'est cette médecine qui nous ressemble, c'est cette médecine qui est faite pour nous. La médecine africaine, elle est faite pour l'Afrique. D'abord, elle est faite pour l'Africain. Bon, nous allons conclure par le dernier point qui est, on se posait la question de savoir si la pharmacopée africaine et la médecine africaine, la médecine donc traditionnelle, sont prêts à prendre le relais. Nous venons de répondre partiellement à la question, mais maintenant, il y a le volet concernant les médias, parce que cette médecine, ce savoir africain doit être porté, il doit être valorisé, il doit être présenté, il doit être défendu, il doit être théorisé. Et ça, c'est le travail des objecteurs de conscience, c'est le travail des journalistes. Est-ce que la presse fait suffisamment confiance à nos naturopathes? Est-ce que la presse donne la parole aux naturopathes? Ça, c'est un problème. Est-ce que la presse, finalement, est-ce que les journalistes éduquent la population à la consommation, au danger qu'il y a à consommer les médicaments issus du système OMS, on va le dire ainsi. Ces médicaments dont on connaît maintenant la toxicité
l'extrême toxicité. Ces médicaments dont on prouve de jour en jour qu'ils sont mauvais pour l'organisme, qu'ils créent plus de dégâts qu'ils ne résolvent les problèmes liés à l'homme. La médecine occidentale vient d'étaler ses limites et tous les jours, on prouve que cette médecine, c'est une médecine de la mort, c'est une médecine finalement qui ne s'occupe que de remédier aux conséquences et ne s'attaque jamais aux causes. Dans la médecine africaine, on s'intéresse aux causes. La médecine ancestrale, les plantes ne sont pas des molécules, ce sont des entités qui sont utilisées dans leur globalité. C'est un point de la médecine, je ne vais pas vous faire une explication technique, mais nous devons savoir que la médecine et les plantes ancestrales sont l'avenir. Ces plantes ont été le passé de l'Afrique, le passé ancestral. Nos ancêtres n'ont jamais souffert d'AVC, ils n'ont jamais eu un AVC, ils n'ont jamais connu le cancer. D'ailleurs, dans aucune langue africaine, il n'y a la traduction de cancer. Dans aucune langue africaine, il y a la traduction d'AVC. L'AVC, ça ne veut rien dire pour l'homme africain. Ce sont des maladies qui sont apparues avec le nouveau mode de vie à l'occidental, avec toutes ces conneries que nous consommons, tous ces organismes génétiquement modifiés que nous consommons, qui débouchent plus tard sur des cancers, qui dérèglent complètement le fonctionnement de notre organisme et de nos organes vitaux. Tous ces aliments que nous consommons, qui sont issus de l'industrie, de l'agro-industrie occidentale, tous ces aliments ne sont pas programmés pour nous. Ce sont des aliments mortifères. Ce sont des aliments qui sont directement responsables de toutes ces nouvelles maladies. Ces maladies qu'on ne sait pas nommer dans nos langues. Dans aucune langue africaine, chers amis, vous ne trouverez le cancer. Ça n'a pas de nom dans les langues africaines. Les accidents vasculaires cérébraux n'ont pas de nom dans les langues africaines. C'est bien là la preuve que ce ne sont pas des maladies africaines. Ces maladies sont la conséquence d'un mode de vie, sont la conséquence de modifications de notre mode de vie. Nous vivons de plus en plus à l'occidental et du coup, on est exposé, nous devenons exposés. C'est un peu comme si vous alliez chez votre concessionnaire et que vous achetiez votre voiture, un véhicule, donc, chez le concessionnaire. Le concessionnaire vous recommande de faire la vidange tous les 20 000 km. Il vous recommande une huile de moteur spécifique, on va dire de la marque, prenons un exemple, Total. Il vous recommande d'utiliser un carburant de la maison Total. Et bien, ça s'appelle des recommandations constructeurs. Alors, vous pouvez très bien décider de vous passer des recommandations constructeurs. Vous allez pouvoir utiliser de l'huile de chez BP, par exemple, ou de chez Elf. Vous utilisez une huile Elf plutôt que l'huile préconisée par le constructeur.
vous mettez du carburant de chez Elf plutôt que du carburant préconisé par le constructeur, en l'occurrence Total. Alors, vous faites des vidanges non pas tous les 20 000, mais peut-être tous les 50 000 kilomètres, ou même jamais. Mais une chose est sûre, vous allez pouvoir utiliser votre voiture pendant un certain temps et vous aurez des problèmes prématurément. Et bien, l'organisme, il fonctionne de la même façon. Nous, les enfants d'Afrique, le constructeur, pour prendre l'exemple de la voiture tout à l'heure, le constructeur, qui est le Dieu Tout-Puissant, a tout programmé. Il a tout programmé pour nous, pour l'Africain, c'est de consommer les produits issus de son milieu naturel, du milieu où il est né, du milieu qui répond le mieux à sa constitution psychosomatique, c'est-à-dire physique, et puis sur le plan psychique. Nous sommes attachés à notre environnement immédiat. Nous sommes des êtres programmés. Nous sommes des êtres programmés et nous devons fonctionner selon le programme originel, le programme décidé donc par le programmateur, c'est-à-dire par Dieu. Alors, d'où vient-il que les Africains aujourd'hui décident de consommer à l'occidental, de se nourrir à l'occidental, de manger des plats bourrés de perturbateurs endocriniens, des plats bourrés de je ne sais quoi, de toutes sortes de cochonneries. D'où vient-il qu'aujourd'hui les Africains ne sachent plus s'alimenter? Je vous l'avais déjà dit, les aliments consommés dans nos assiettes, tous les aliments consommés en Afrique sont des médicaments. Ça s'appelle d'ailleurs des alicaments. Il n'y a pas un seul aliment consommé en Afrique qui ne soit pas un médicament. Tous les aliments qui figurent dans nos menus, qui figurent dans nos régimes, dans notre régime alimentaire, tous ces aliments, tous ces composants, tous les composants de ces aliments sont des médicaments. Vous n'avez qu'à voir, prenez n'importe quel plat en Afrique, n'importe quel plat en Afrique est constitué de légumes, de feuilles, de beaucoup d'épices, et toutes ces épices, toutes ces feuilles ont des apports nutritionnels, des apports extrêmement puissants, et des apports qui sont en accord avec notre organisme, avec nos organes, et ce n'est que bien, ce n'est que bien pour le fonctionnement de notre organisme. Voilà, chers messieurs, voilà, chère madame, chers frères et sœurs kémites, donc la causerie de ce soir, l'entretien de ce soir, donc sur cette OMS, cette Organisation mondiale de la santé, qui ignore et continue de nous mener un petit peu comme ça à la barbichette, par la barbichette, pardon, cette OMS qui, contre tout et envers tout, a décidé donc de produire ces vaccins contre le paludisme, alors que nous parlons de Covid-19. Nous sommes en train de traverser encore cette pandémie que l'OMS est déjà en train de
pensé à produire des vaccins contre le paludisme. Le paludisme que l'Organisation mondiale de la santé combat depuis plus de 30 ans sur le continent africain. Cette OMS s'est réunie cet après-midi, 1er mai, et a pris la décision avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds de l'Union européenne pour la lutte contre le paludisme. Ils ont donc pris tous ensemble, tous ces bons copains-là ont pris la décision, de produire des vaccins qui seront administrés aux Africains sur le continent. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire. Ces vaccins ne doivent jamais, jamais, jamais être utilisés sur nos populations. Nous avons la pharmacopée, nous avons la médecine traditionnelle, nous avons des médecins indépendants, des médecins panafricains, consciencieux du bien-être des populations africaines. Nous devons leur faire confiance. Chers amis, faisons confiance à notre médecine, faisons confiance à nos experts, faisons confiance à notre potentiel en matière de plantes, en matière de médecine ancestrale. Excellente soirée, merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, Hotep, au revoir.